bureau de la MAM, mes chers maîtres et professeurs qui sont présents actuellement avec nous au 7e congrès national de l'AMA. Donc, je remercie le bureau, je remercie tous les gens qui sont présents avec nous, qui sont restés pour assister jusqu'à la fin du congrès. Merci à tous. Alors, pour ma part, le thème que j'ai choisi, c'est par rapport aux psychostimulants. En fait, c'est pas uniquement les psychostimulants. Les psychostimulants, c'est un terme qui est global et en fait, ça englobe la cocaïne et les autres les psychostimulants tels que les psychostimulants de prescription, tels que les amphétamines, MDMA. On a aussi au langage marocain, on a le karkoubi. C'est un terme qui est global, qui est général. On a aussi la fameuse poufa ou le crack qui fait ravage actuellement. On l'a remarqué dans notre consultation. L'a remarqué aussi au niveau des demandes de soins. Les psychostimulants, en fait, posent, euh, alors les psychostimulants, en fait, posent un important problème. Sont des substances psychostimulants, ça veut dire que ça entraîne ce qu'on appelle un high. Donc, c'est une extase qui est importante, une euphorie qui est importante une fois. On l'a remarqué dans les vidéos, ce sont des gens qui chantent, qui dansent sous l'emprise de la consommation. Et bien évidemment, il y a des problèmes, il y a des comportements à risque, il y a de la violence, il y a des agressions qui accompagnent cette consommation-là. Et aussi après le high, il y a la phase de descente qui s'accompagne d'éléments dépressifs, peut-être des idées suicidaires et aussi une grande impulsivité. Alors, pourquoi l'addiction aux psychostimulants, cocaïne et psychostimulants, elle est importante, elle pose actuellement un problème de santé publique. Premièrement, parce que c'est un problème parce qu'il y a une grande fréquence. Le problème, il est en augmentation, on l'a remarqué. Au niveau des États-Unis, qui sont à la 4e vague, n'est pas dû avant c'était la première vague, deuxième vague, troisième vague, c'était par rapport aux opioïdes. Alors là, avec la 4e vague, c'est l'association opioïdes et psychostimulants. Le coût relativement faible, oui. Le coût du comprimé, par exemple, de la MDMA, l'ecstasy ou d'une autre molécule, ça varie entre 70 à 100 dirhams. Relativement faible, oui. Le coût du petit cristal de crack, par exemple, c'est entre 100, 200 et ça varie jusqu'à le gramme, c'est 500 dirhams. C'est très disponible. Covid ou sans Covid, ces substances-là sont présentes dans nos rues. Les sévices sont importantes, mais vraiment, elles sont là. Et aussi, la rechute, elle est importante. Tout ceci fait que c'est un problème réel, problème de santé publique. Alors, une petite idée par rapport aux psychostimulants. Parfois, 2 points, lorsque je suis arrivée au centre la première fois, il y a des termes qui se répètent par rapport au cartobie. En fait, 2 points, il faut les connaître. Donc, le patient, lorsqu'il dit 2 points, Sarouk, par exemple, ou dit Roche, par exemple, on est obligé de connaître ces médicaments-là, ou le cartobie. Alors là, je vais juste rapidement rappeler les différents psychostimulants. La première photo, c'est par rapport à la consommation. Cocaïne, crack. Le poufa, elle est dans la petite bouteille en plastique. C'est à partir de la plante naturelle. L'effet, l'extase et la descente qui vient après. Et puis la particularité de poufa ou du crack, c'est que l'effet, il est rapide, instantané et la durée ne dure pas longtemps. Ce qui fait que la personne qui consomme est obligée de reprendre la consommation, voire de continuer à consommer justement pour la continuité de la décharge de la dopamine. La deuxième photo, c'est la MDMA. En langage marocain, c'est l'ecstasy, le fameux ecstasy, c'est au Maroc et partout ailleurs, l'ecstasy. On l'appelle aussi d'autres appellations, MDMA, Mouli, par exemple, Maïli, par exemple, d'autres dénominations au niveau du langage de rue. On peut le prendre sous forme voie injectable, voie orale, voie injectable. On peut la sniffer, donc différents modes de consommation, différentes voies de consommation qui font la gravité des psychostimulants. Alors par rapport le délai d'action, il est dans 30 à 60 minutes et la durée, ça peut durer jusqu'à 8 à 9 heures. La méthamphétamine, on l'appelle aussi crystal meth ou cristal, tout petits cristaux sous forme de verre. On peut les inhaler, on peut les smoker ou les fumer. Alors, ils rejoignent la consommation de crack. Donc, l'effet, il est instantané et il dure longtemps. C'est ça ce qui fait la gravité, la dangerosité de cette consommation. Les psychostimulants de prescription.
là, ils sont dangereux. C'est vrai que ce sont des médicaments qui ont une place, qui ont là, et même dans le TDAH, troubles d'inattention avec ou sans hyperactivité, dans la narcolepsie, pour ces effets anorexigènes aussi. Mais il y a aussi un risque d'addiction. Alors, on peut donc les différentes voies, les prendre sous forme orale, injectable, sniffer, fumer, c'est possible. Et puis, l'avantage, c'est pas un avantage, mais c'est parmi les particularités de la consommation des amphétamines de prescription, des psychostimulants de prescription, c'est par rapport à la durée d'action. Ça peut aller jusqu'à 13 heures, une libération prolongée, surtout les formats libération prolongée, c'est des durées qui sont prolongées, qui peuvent aller jusqu'à 13 heures ou voire 18 heures et plus. Les catinols, alors la dernière des psychostimulants, elle a aussi la plus dangereuse, sont des psychostimulants de synthèse, entièrement fabriqués au niveau des laboratoires. Il y a des centaines, des dizaines, des vingtaines, voire des centaines qui sont produits chaque an, de nouvelles molécules, toutes synthétisées, entièrement synthétisées. Alors donc, pas des avantages, mais on peut donc les différentes fois de consommation et aussi l'effet il est rapide dans les 30 à 60 minutes et la durée elle est prolongée. Alors sur le plan neurobiologique, les différentes substances psychoactives, la nicotine, l'alcool, ils ont des récepteurs bien spécifiques où ils peuvent se fixer. Les psychostimulants n'ont pas de récepteurs, mais ils agissent d'une façon qui est directe. Premièrement, à travers une libération importante de neurotransmetteurs, dopamine, noradrénaline et sérotonine, et deuxièmement, à travers un blocage. Ils bloquent directement les transporteurs de dopamine, sérotonine et noradrénaline. La cocaïne agit principalement au niveau des transporteurs de la dopamine, en augmentant la libération de la dopamine, mais les autres psychostimulants n'agissent pas uniquement au niveau de la dopamine, mais ils agissent aussi au niveau de la sérotonine, par rapport à la sérotonine et par rapport à la noradrénaline. Ainsi, on se retrouve avec une quantité importante de neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine et noradrénaline au niveau des fentes synaptiques. L'effet, la décharge, elle est importante. L'effet, il est intense. L'excitation, elle est importante. Et puis après, on se retrouve avec la descente. La descente, elle correspond à la diminution, l'absence. En fait, chez une personne qui est normale, on a une libération des neurotransmetteurs. Faible quantité et elle se fixe, elle fait passer l'information et une grande quantité, elle est recapturée. Ce qui fait, on a une continuité de l'influx nerveux. Chez les patients avec l'addiction, la décharge est importante et les déficits qui viennent après. D'où la descente et les déficitaires et tout ce qui est en rapport avec les déficits déjà cités. Alors sur le plan épidémiologique, nous avons actuellement une augmentation de plus de 20% par rapport à la consommation. La première substance consommée est toujours le cannabis. La deuxième, c'est les opioïdes. Les psychostimulants, en fait, ce qu'on fait, donc, on voit ici que les amphétamines sont à la 3e position, cocaïne 4e, et l'ecstasy ou la MDMA, elle est à la 5e position. Mais en fait, si on fait la somme des psychostimulants, ça va faire que les psychostimulants, vont se retrouver à la 2e position. Donc là, si on fait le compte, on est à 73,5 millions de personnes. Ça dépasse la consommation des opioïdes. D'où la gravité. Donc la fréquence, elle est très importante et on l'a remarqué. Alors, par rapport à ce qui se passe au Maroc, c'est vrai, les saisies sont très importantes. Donc, 2159 kilogrammes de cocaïne saisie, 839 000 comprimés de psychotropes saisis. Ça, c'est d'après le rapport du ministère de l'Intérieur. Mais, et dans nos rues, il y a encore plus. Covid ou sans Covid, ces substances-là sont présentes dans nos rues. Saisies ou non saisies, il y a de grandes quantités, le deal est toujours là, et ces substances-là, elles font toujours ravage. Les jeunes sont donc les jeunes sont la partie vulnérable par rapport à l'addiction. Les adolescents, donc là, c'est l'étude MedSpace qui se fait sur une échelle qui est nationale, a montré que les jeunes, les adolescents consomment. Elle intéresse les jeunes de 13 à 17 ans et a montré que 7,9% des jeunes sont des fumeurs et ils commencent à un âge jeune. 63% commencent à l'âge même avant de l'âge de 14 ans. Le cannabis aussi, même avant l'âge de 14 ans. Et puis ils consomment, là on a vu avec les chiffres, 5% ont déjà consommé des psychotropes, Kharkoubi, donc là il est présent dans nos lycées, dans nos collèges et chez nos jeunes. Et aussi le crack cocaïne, ils commencent à le consommer. Drogue dangereuse, l'addiction qui est sévère, mais elle est là.
Alors, une forme de consommation qui fait que cette substance, elle est dangereuse et est responsable de la quatrième vague de décès par overdose qui a toujours lieu aux États-Unis. Alors, ce qui se fait, c'est qu'on mélange les psychostimulants aux opioïdes. Les opioïdes ont une libération de 2 fois et plus de dopamine. Les psychostimulants, 4 et plus de dopamine. Alors, lorsque on associe les psychostimulants aux opioïdes, on se retrouve avec une décharge importante, libération fois 10 des neurotransmetteurs dopamine, sérotonine et noradrénaline. Alors, on a l'association opioïde avec cocaïne, avec l'héroïne, c'est ce qu'on appelle la speedball. Et puis, l'association méthamphétamine avec l'héroïne ou la fentanyl, c'est ce qu'on appelle la goofball. Et puis, un autre mode de consommation qui est très dangereux, c'est le chemsex, chemical sex. C'est lorsqu'on on est en train de faire un rapport sexuel, puis on se shoot, on fait une injection de psychostimulants pour avoir plus de libération de la dopamine. D'après mon expérience, pas vraiment longue, 5 ans en consultation d'addictologie de Casablanca, j'ai jamais encore entendu parler de ce type de consommation, de ce type de comportement, mais lorsque j'ai cherché sur Internet, ce type de consommation, de comportement existe. Ça se fait dans des fêtes qui sont fermées, des partenaires homosexuels ou de multiples partenaires, là, on va se retrouver avec des comportements à risque de violence, d'agression, et le risque de passe viral B et C et l'HIV, il est plus important. Avec tout ce qui vient après, avec les crimes et tous les dangers, avec cette forme de consommation. Alors, qu'en est-il de la prise en charge? Et c'est le sujet, en fait, de la présentation, le thème de la présentation. Alors, c'est un grand défi. Il y a aussi toujours un grand débat prescrit. Donc, donc, on n'a pas encore de récepteurs cibles, différents modes d'action, différentes formes, différentes molécules aussi, ce qui fait que lorsque j'ai essayé de voir une revue par rapport aux différentes molécules, il y a une panoplie. On a essayé toutes sortes de prescriptions de médicaments, mais à l'heure actuelle, l'efficacité elle est limitée et il n'y a pas encore de consensus. C'est clair et c'est net et c'est rapporté. Il n'y a pas de consensus. Le consensus qui existe actuellement et qui est validé, c'est par rapport à la prise en charge psychosociale ou psychothérapeutique. Alors, pour les différentes molécules, on peut aller soit au niveau monoaminergique, au niveau de la dopamine, on augmente la dopamine à travers des agonistes dopaminergiques, les agonistes sérotoninergiques, les agonistes noradrénergiques. On peut agir sur le côté immunitaire à travers des vaccins. On peut agir sur le côté inflammatoire, sur le côté de neuroprotection. Il y a une panoplie de médicaments. Alors, pour commencer, la N-acétylcystéine, c'est une molécule qu'on utilise beaucoup en addictologie. Elle a montré son efficacité. C'est vrai que les pharmaciens, lorsque les patients va pour acheter le traitement, c'est un agent qui est mycolytique. Pourquoi vous le prescrivez en addictologie? En fait, c'est vrai. C'est un agent qui est mycolytique, qui est utilisé aussi lors de l'intoxication au paracétamol. C'est un purificateur général. C'est vrai. Et puis aussi, ça respecte le corps et le sang des toxiques, mais ça purifie aussi le cerveau. Elle est toxique pour le cerveau, c'est le glutamate. Donc là, la N-acétylcystéine, elle agit au niveau du glutamate, elle fait que l'excès, donc on a avec l'addiction au long cours un déficit en dopamine, alors que donc, un déficit en dopamine et avec un excès, une quantité importante de glutamate. Alors la N-acétylcystéine fait que elle baisse la quantité de glutamate qui est présente au niveau des pentes synaptiques et au niveau du cerveau à travers une recapture et à travers aussi un échange reprise du glutamate et la libération de la cystéine. Alors, les études ont montré que on a besoin de doses élevées, entre 1,2, 2,4 grammes jusqu'à 3,6 grammes pour arriver à baisser le taux de glutamate. Alors, le glutamate, vraiment, c'est un médicament qui est important. Alors, lorsqu'on voit ici, comme vous ici, il y a les recommandations de l'American Society of Addiction Medicine. C'est noté comme quoi il n'y a pas encore de médicaments. C'est clair et net. C'est des études qui sont faites. On fait un tour des études méta-analytiques et systémiques. Et puis, toujours, il n'y a pas de consensus.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la prescription? C'est possible. Donc, le bupropion, il peut être efficace. C'est un agent c'est un antidépresseur qui est dopaminergique et noradrénergique. Il peut être efficace, surtout lorsqu'on a une addiction, une comorbidité avec l'addiction au tabac ou une dépression associée. On peut utiliser le topiramate qu'on prescrit beaucoup au centre. Topiramate GABAergique, surtout lorsqu'on a une addiction à l'alcool. Les psychostimulants, ça c'est le sujet de débat. Prescrire ou ne pas prescrire. C'est vrai que les patients avec TDAH, donc c'est pour les patients comorbidité avec le TDAH. C'est vrai que les patients avec TDAH, ils ont un déficit en dopamine. Et lorsqu'on a une addiction aux psychostimulants associés, on aura encore plus un déficit qui est encore plus important et qui est encore plus profond. Donc là, les psychostimulants trouvent leur place. Sauf que ça doit être, donc les psychostimulants, ça c'est réservé à l'addiction, c'est réservé au TDAH associé. Il faut donc, et c'est ce qui m'a surpris, et je pense que c'est légitime, c'est que ça doit être prescrit par des médecins spécialistes, non pas des médecins généralistes, ou des médecins spécialisés en addictologie. Il faut référer, c'est écrit, il faut référer à des médecins spécialistes en addictologie. Ça doit être en rapport avec surtout la comorbidité avec le TDAH. Il faudrait prendre ces précautions. Alors, l'addiction aux méthamphétamines, on a dit que comme la cocaïne, c'est principalement par rapport à la dopamine, les méthamphétamines, les autres psychostimulants agissent au niveau dopaminergique, mais pas uniquement, et aussi au niveau sérotoninergique et au niveau noradrénergique. Les mêmes molécules qu'on a vues avec la cocaïne, c'est possible de les utiliser, sauf que là, on va agir aussi au niveau des récepteurs sérotoninergiques et au niveau des récepteurs noradrénergiques. On peut utiliser par exemple la mirtazapine, qui est un antipsychotique atypique, sérotoninergique et noradrénergique, c'est possible. Et ça donne des résultats sur le plan sexuel, ça donne des résultats sur le plan efficacité, sauf qu'il faut faire attention par rapport à la prise de poids. Les amphétamines, encore une fois, il faut faire attention. Référer à un médecin spécialiste. Il faudrait qu'il connaisse une comorbidité avec le TDAH. Et en fait, la comorbidité avec le TDAH n'est pas une contre-indication. Au contraire, c'est une indication. Le déficit, il est encore plus profond. Et il faudrait prescrire des doses d'amphétamines, de psychostimulants, de prescription encore encore plus importantes. Alors, la deuxième, je pense que je vais passer ça. Toujours la même chose. En fait, là, alors rapidement, par rapport au TDAH et addiction, les recommandations canadiennes et aussi britanniques de la NIS disent qu'il faut éviter les psychostimulants de prescription. En première intention, les agents non stimulants et en deuxième intention, on peut donner les psychostimulants de prescription et à forte dose. CBD, nous sommes le premier pays producteur mondial de cannabis. CBD, c'est une option thérapeutique très intéressante. La stimulation magnétique transcrânienne, ça a été abordé avant avec mon collègue. Elle est très efficace. Elle va agir donc cibler la zone qui est responsable, qui est plus atteinte par l'addiction, qui est le cortex préfrontal dorsolatéral, et on obtient des résultats. La vaccination aussi, elle est importante, soit active, soit passive. Sauf que pour la particularité pour les patients avec l'addiction, nos patients, c'est que il y a une faible adhésion, il y a aussi une motivation qui est faible, et puis pour arriver à l'immunisation efficace, il faudrait faire des rappels, chose qui n'est pas très acceptée par nos patients. Alors la CBD, la prise en charge psychothérapeutique, elle est importante, strong evidence, donc des preuves qui sont très importantes. La TCC informatisée, ça a été rapporté par mon ami professeur Layoussoufi, et puis d'autres molécules. Donc, en conclusion, la prise en charge de l'addiction aux psychostimulants, cocaïne et d'autres psychostimulants, c'est un grand défi, un débat. La prise en charge, elle doit être globale, addictologique, oui, mais aussi psychothérapeutique, sexologique, et aussi sur le plan infectieux. Il faudrait, donc, actuellement, toujours, il n'y a pas de consensus. Donc, l'association pharmacologique et traitement psychothérapeutique a montré beaucoup d'intérêt et beaucoup de résultats. Il faudrait aussi rester vigilant quant à la prescription et surtout par rapport à nos jeunes, par rapport à nos adolescents et par rapport aux jeunes et adultes TDAH.